Il y a des films qui sont des évidences, qui dès leur générique de fin, au bout d'à peine quelques minutes, vous font ressentir ce sentiment incompréhensible et pourtant incontestable que vous êtes face à une grande œuvre. Un métrage qui vous marquera pour longtemps. Des films visionnés au bon moment, abordant des thématiques qui vous touchent, ou tout simplement des merveilles de maîtrise qui se logent direct en plein cœur. Cependant, il existe une autre catégorie. Ces films qui provoquent une étrange sensation, laissent sans mots. Non parce qu'ils sont tellement bons que l'on en reste bouche bée, mais justement parce qu'il est compliqué d'exprimer ce que l'on ressent. L'a-t-on aimé, détesté, un peu des deux? On ne saurait le dire. Alors on sort de la salle en supposant qu'il finira dans la longue liste des films oubliés au bout d'une semaine. Pourtant, les jours passant, cette étrange sensation ressentie face à l'écran géant ne nous quitte pas. Des images, des dialogues, des scènes entières se rappellent à nous. Une pensée fugace devient une réflexion, réflexion de plus en plus prégnante virant à l'obsession. Et ce qui semblait n'être qu'un film parmi tant d'autres nous fait ressentir des émotions nouvelles. Cette sensation qu'après avoir persisté à creuser, enfin nous tombons sur un trésor encore plus précieux que ce que nous pouvions imaginer. La première fois que cela m'est arrivé, je n'imaginais pas à quel point ce film aurait une telle importance. Qu'il résonnerait à ce point autant avec mon esprit qu'avec mon cœur. Une profondeur d'une richesse infinie, mais au service de sentiments d'une sincérité bouleversante. Qu'il me fasse rire, pleurer, frissonner, réfléchir, me bouleverse, me transcende. Une perfection, personnelle et subjective, je le concède, mais une perfection. Un film monde. Il y a des films qui sont des évidences, d'autres qui laissent une sensation étrange. La première fois que cela m'est arrivé, ce film est devenu mon préféré. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo particulière puisqu'on va parler d'un film qui m'est très cher, Cloud Atlas. Et je vais commencer de suite par une précision. Il est possible que vous ayez atterri ici par habitude, par curiosité ou par erreur et que vous n'ayez jamais vu le film dont il est question. Mais rassurez-vous et ôtez ce doigt de la souris qui est sur le point d'appuyer sur le bouton précédent. Cette vidéo a été écrite pour qu'elle soit abordable par tous, que vous l'ayez vu une centaine de fois et donc que vous soyez un expert, ou même que vous n'ayez jamais entendu parler de ce film. L'idée est de tous plonger dans cet univers et d'y aller strate par strate afin d'accomplir ce passionnant voyage ensemble. Ainsi, rien ne vous empêche de rester les premières minutes, plus générales, de découvrir de quoi il est question, puis, intrigué, de quitter cette vidéo pour découvrir par vous-même ce que je considère comme un chef-d'œuvre avant de revenir pour approfondir les nombreuses thématiques qui le composent. Vous voilà prévenu. Sur ce, commençons par la question la plus évidente, c'est quoi Cloud Atlas? Eh bien Cloud Atlas, c'est l'histoire. En fait, c'est plutôt 6 histoires. Le film sorti en 2013 raconte 6 récits se déroulant dans le passé, le présent et le futur. Le premier est celui d'Adam Ewing, avocat qui s'est rendu en 1849 sur l'île Chatham en Nouvelle-Zélande afin de conclure un contrat au nom de son compère esclavagiste et qui lors de son voyage de retour va faire la connaissance d'Aotua, un esclave monté à bord de son bateau clandestinement. Le second se déroule en 1936 où l'on suit Robert Frobisher, jeune musicien raté homosexuel qui, après avoir été renvoyé de Cambridge, part à la rencontre de son idole, le compositeur Vivian Ayres. Ensuite, à San Francisco, en 1973, la journaliste d'investigation Louise Arrey enquête sur un rapport qui indiquerait une défaillance dans la centrale nucléaire de la ville. À l'époque, une nouvelle technologie. La quatrième histoire est contemporaine au film et se concentre sur l'éditeur anglais Timothy Cavendish qui, après des déboires auprès des amis d'un de ses gangsters de clients, prend la fuite et se retrouve enfermé dans une maison de retraite. La cinquième se passe dans le futur, en 2144 plus précisément, à Néo-Séoul où la facteur Sonny 451, un clone destiné à servir les humains si vous préférez, est détenue et interrogée avant son exécution et raconte comment elle s'est libérée et a rejoint la rébellion. Et enfin, sur une île dans un futur lointain, Zachary et son clan voient l'arrivée de la presciente Méronyme, une civilisation avancée technologiquement, celle-ci dit être en simple visite mais pourrait cacher un secret. 6 histoires distinctes et pourtant reliées entre elles par certains éléments narratifs, de nombreuses thématiques et par le fait que nos 6 protagonistes arborent tous une tache de naissance en forme de comète. Un synopsis, vous l'aurez compris, difficile à résumer. Je vous laisse imaginer la galère que ça a été pour le vendre au public. C'est tellement impossible que lorsque la bande-annonce est sortie, elle ne faisait pas 3 minutes comme la plupart des autres trailers, mais 6 minutes. 6. Une longueur impossible à diffuser dans les cinémas, ce qui a donné à une version remontée de 2 minutes 30. Et pour l'avoir revu, c'est imbitable. Un marketing compliqué dû au concept, couplé au fait qu'il n'est pas vraiment poussé par la Warner, qui n'est que distributeur, et on obtient un flop au box-office, ainsi qu'un film trop vite tombé dans l'oubli. Et ce, malgré la présence au casting de grands noms, tels que Tom Hanks, Al Berry, Ben Whishaw, Jim Broadbent, Jim Sturgess, Hugo Weaving, James D'Arcy, Doona Bay, Keith David, Hugh Grant ou Suzanne Sarandon. Mais avant d'entrer un peu plus dans le détail, je vous propose de revenir en arrière dans le processus de création
car voyez-vous, Cloud Atlas n'a pas toujours été un film. Initialement, c'est un livre. Cloud Atlas, ou Cartographie des nuages chez nous, est le troisième roman de l'écrivain britannique David Mitchell, qui évidemment raconte les 6 mêmes histoires que le film. Plus ou moins, mais on développera le travail d'adaptation tout le long de la vidéo. Un best-seller multinommé et récompensé qui se sera surtout démarqué par sa structure assez particulière. En effet, le roman débute par la première moitié du récit centré sur Adam Ewing, puis enchaîne avec la première moitié de l'histoire de Robert Frobisher, la première moitié de celle de Louisa Hay, et ainsi de suite jusqu'à la 6e et dernière, celle dans un monde post-apo qui est relatée dans son intégralité. Par la suite, l'auteur va aller à rebours en racontant la seconde moitié de la 5e histoire, la seconde moitié de la 4e, de la 3e, et ainsi de suite, jusqu'à boucler la boucle. Un moyen d'illustrer l'implication de chacun des récits les uns avec les autres. Mais ce n'est pas le seul élément original qu'apporte Mitchell à son roman. Pour chacune des histoires, ce dernier va adopter une forme d'écriture différente. Pour Adam Ewing, les écrits sont sous forme d'un journal de bord, Ewing relatant son voyage. Pour Robert Frobisher, un ensemble de lettres écrites par ce dernier à son ami amant. Ce n'est pas aussi évident dans le roman. Pour Louisa Hay, un roman. Pour Timothy Cavendish, une autobiographie. Pour Sonny 451, la retranscription de son interrogatoire. Et enfin Zachary, un récit oral dans un patois du futur. Un véritable exercice de style au service d'un récit ambitieux qui séduira les lecteurs et les réalisatrices du film. Vous avez dû le remarquer depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas encore précisé qui se cache derrière l'adaptation de Cloud Atlas. Bon, si vous avez lu le titre de la vidéo, vous devez vous en douter, mais il s'agit des sœurs Lily et Lana Wachowski, mes réalisatrices préférées, à l'origine des œuvres parmi les plus importantes du cinéma moderne, dont la quadrilogie Matrix. Vous m'avez bien entendu. Speed Racer, la série Sense8 ou V for Vendetta, mon second film préféré, sur lesquels elles n'étaient que scénaristes et productrices. C'est d'ailleurs sur le plateau de ce dernier, en 2005, qu'elles vont apprendre l'existence du roman grâce à Nathalie Portman, qui le lisait entre deux prises. Immédiatement attirées par l'envergure des idées véhiculées par le roman, elles en acquièrent les droits. Mais face à l'ampleur du projet, elles se disent qu'une troisième paire de bras ne serait pas de refus et font appel au réalisateur de Cours-le-Lacour ou Le Parfum, Tom Tykwer. Réalisateur que je connais très peu, donc je vous préviens que toute l'analyse va être faite par le prisme de la filmographie des Wachowski. Et vous verrez qu'il y a déjà énormément à dire. Les trois réalisateurs étant déjà bien occupés, les unes avec Speed Racer, l'autre avec L'Enquête, ils se retrouveront en 2009 au Costa Rica où ils s'enfermeront plusieurs semaines afin d'écrire le premier jet du scénario. Et 3 ans plus tard, après un calvaire de production dont je vous épargne les détails, mais pour résumer, aucune major ne souhaitant financer le film, nos metteurs en scène ont dû se tourner vers une multitude d'investisseurs indépendants, le tout dans un équilibre aussi précaire que lorsque l'un d'eux s'est retiré à la dernière minute, le projet a failli s'effondrer et a forcé les Wachowski à sortir 7 millions de leur poche. Cloud Atlas sortait sur nos écrans. Pour se planter, avec un budget de 100 millions de dollars en faisant l'un des films indépendants les plus chers de l'histoire, le métrage récoltera seulement un peu plus de 130 millions au box-office et fera carrément un four sur le sol américain. Les critiques quant à elles seront tout juste correctes voire très moyennes, ce qui ne l'empêchera pas de se forger au fil des ans une solide et fidèle communauté. Mais bon, si les critiques et le box-office faisaient la qualité d'un film, et de toute façon nous ne sommes pas là pour cela, donc refermons cette parenthèse pour revenir à l'œuvre elle-même. Lors de leur séance de brainstorming, les Wachowski et Tykwer ont rapidement compris qu'ils ne pouvaient se contenter de reproduire la structure du roman. Leur première action a donc été de lister les différentes scènes et liens entre les personnages du livre afin de relier de façon plus directe les différentes intrigues. Ainsi, d'une structure où l'on suit chaque récit l'un après l'autre, nous passons à celle où les événements se déroulent aux 6 époques en même temps et se répondent entre eux. Un travail de montage faramineux sur lequel on reviendra plus tard. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils ne comptaient pas respecter l'exercice de style que représente le bouquin. En lieu et place de forme d'écriture, les réalisateurs adoptent pour chacune des histoires un genre différent. Pour Ewing sur son bateau, le film d'époque aventure. Pour Frobisher, le musicien maudit, le drame. Louisa Hay et son enquête, le thriller. Les mésaventures de Cavendish, la comédie. La libération de Sonny 451, la science-fiction. Et la révélation de Zachary, le post-apo. Une décision qui impacte fortement toute la production, parce qu'il faut alors garder une cohérence entre des genres parfois antinomiques, que ce soit à l'écriture, la direction artistique, la direction d'acteurs, et encore une fois, le montage. On ne peut pas dire qu'ils se sont simplifiés la tâche. Et dernier point de cette adaptation, les acteurs engagés ne participeront pas à une seule histoire, mais aux 6, interprétant plusieurs personnages de différents styles, âge, genre et même ethnie. Ce qui implique un énorme travail de maquillage, mais apporte une profondeur dingue aux très nombreuses thématiques que le film traite, et même en ajoute. Et à la base, je ne voulais pas l'aborder, mais je me vois mal ne pas parler rapidement de racebending. Le racebending, ou switch ethnique, est un terme créé en 2009 pour protester contre le casting de l'adaptation d'Avatar, le dernier maître de l'air, qui était majoritairement européen, là où les personnages sont originaires d'Asie orientale ou inuit. Et ce souci ne date pas de ce film, puisqu'au-delà du whitewashing, la blackface ou la yellowface, l'équivalent pour les asiatiques, existe depuis des décennies à Hollywood.
une pratique raciste jouant sur les pires clichés et privant les acteurs concernés d'obtenir des rôles. Et concernant Cloud Atlas, certaines voix se sont levées pour dénoncer ce procédé. Malgré tout, dans ce cas précis, ça ne me choque pas. Déjà, il n'y a pas volonté d'invisibiliser une communauté puisque l'on a un casting international et multiethnique. Mais aussi, on le verra plus tard, ce switch ethnique sert des thématiques qui sont centrales au film. Est-ce qu'un acteur coréen aurait pu jouer Hye-Joo Chang interprété par Jim Sturgess, acteur britannique blanc? Oui. Mais le métrage aurait-il eu la même profondeur? Non. L'idée n'est pas non plus de dire que les gens dérangés par le race bending ont tort. Il y a plusieurs articles sur internet avec des arguments pour le moins valables. D'autant plus qu'il semble que les réalisateurs aient parfaitement conscience de ça, puisqu'on ne trouve aucune blackface dans le film, preuve qu'ils se sont imposés eux-mêmes des limites. Mais n'étant pas motivés par de mauvaises intentions, j'ai pas envie d'y voir un argument contre le film. Je vous laisse en juger. Si vous n'avez jamais vu Cloud Atlas, c'est le moment où vous allez rentrer beaucoup plus dans le détail du film. Bien que n'ayant aucune objectivité, je ne peux qu'une fois encore que vous conseiller de découvrir le film par vous-même. Vraiment, ne passez pas à côté. Sur ce, pour tous les autres, et avant de pouvoir aborder tous les concepts que le film aborde, et il y en a un paquet, je pense qu'il est important de se remémorer les péripéties de ces histoires. La narration du film étant plus éclatée que celle du roman, il peut être compliqué de s'y retrouver. Afin de démarrer sur un pied d'égalité, et par esprit de synthèse, prenons un peu de temps pour remettre les événements dans l'ordre. Adam Ewing a traversé le Pacifique afin de signer un contrat avec le révérend Horrocks pour le compte de son beau-père. Malade, on le retrouve au début du film allant à la rencontre du docteur Henry Goose, occupé à déterrer des dents sur l'ancien lieu de vie d'une tribu cannibale. Chacun ses hobbies. Un peu plus tard, on retrouve les deux hommes à la table du révérend, en train de dîner et de disserter des écrits de Haskell Moore, le fameux beau-père, sur le droit divin des Blancs d'être servis par les Noirs. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Un débat qui déborde légèrement sur celui de la question des femmes pour un résultat... peu concluant. Ewing de son côté se montre assez silencieux et neutre avant de s'interroger sur le droit des hommes à changer un monde créé par Dieu. Well, the question he does pose is, if God created the world, how do we know what things we can change and what things must remain sacred and inviolable? Le jeune avocat en vient ensuite à visiter l'île Chatham, où il croise des esclaves, dont un en train de se faire fouetter, avec lequel il a un contact visuel avant de tomber dans les pommes. Tandis qu'il est allongé sur le lit, le docteur Goose lui ouvre légèrement sa chemise, laissant entrevoir une clé qu'il porte à son cou, mais surtout une tache de naissance en forme de comète. Le médecin lui indique alors que son état de santé est dû à un parasite et commence un traitement. Pendant le retour à la maison, Ewing est confiné dans la cale du bateau, où il y découvre l'esclave fouetté, Aotua, monté à bord clandestinement, qui lui demande de l'aider. Adam, toujours aussi neutre que la Suisse, souhaite rester en dehors de tout ça, alors Aotua lui demande de lui trancher la gorge, parce que ne pas agir reviendrait au même. Le juriste cède et apporte de la nourriture à l'esclave auto-affranchi, non sans faisant part de sa crainte que ce soit lui qui finisse dans son estomac. Oh, you're safe, Mr. Ewan. And I like white meat. Ewing revient alors sur leur rencontre et demande à Aotua pourquoi il l'a fixé. Ce dernier répondant que le regard d'un ami est un soutien à la douleur. Et lorsqu'Ewing demande comment, vu leur statut, ils pourraient être amis, All you need. un jour, Adam révèle la présence de son compagnon de chambre au charmant capitaine du bateau, la prophétesse, plaide dans sa cause pour qu'il fasse ses preuves afin de devenir un membre de l'équipage. Le capitaine Molineux accepte, mais seulement à moitié car demande son fusil afin d'éliminer le mot en haine. Partez toujours du principe que c'est pas moi qui parle. Pendant qu'Aotua est en train d'envoyer la grand voile. Face à une telle injustice, Ewing intervient et écarte le fusil au moment du tir, sauvant son compagnon et lui laissant le temps de réussir l'épreuve qui lui vaut sa place à bord. Au fil des jours, l'amitié entre Adam et Aotua qui prend soin de lui se renforce, et en parallèle, sa santé se détériore, et ce malgré le traitement prescrit par Goose. Goose qui semble nourrir des intentions peu scrupuleuses. Intentions qui atteignent leur apogée un soir, alors qu'il est dans un état critique, et que le médecin, qui en réalité depuis le début l'empoisonne pour s'emparer de son or, tente de l'achever. There is only one rule that binds all people. One governing principle that defines every relationship on God's green earth. The weak are meat, and the strong do eat. Aotua débarque sans prévenir, mais est violemment renvoyé de la chambre par Goose, ne lui laissant le temps que d'échanger un rapide regard avec l'avocat, qui comprend immédiatement de quoi il en retourne. L'esclave auto-affranchi revient alors à l'assaut, s'ensuit une lutte au cours de laquelle le docteur le fouette et le mord, bagarre qui se termine par Ewing qui, dans un dernier élan, fracasse le coffre convoité sur le crâne du voleur. Adam se débarrasse du poison dans son organisme et parvient à rentrer chez lui où il retrouve sa femme Tilda. Retrouvant également son beau-père, il brûle le contrat pour lequel il avait accompli un si long voyage et annonce qu'ils partent tous les deux afin de travailler avec les abolitionnistes. Robert Frobisher, qui possède une tache de naissance en forme de comète dans le bas du dos, est réveillé en trombe par un membre de Cambridge
tandis qu'il est dans les bras de son amant, Rufus Sixsmith. Plutôt que de répondre, il préfère prendre la poudre d'escampette, non sans emporter en souvenir de son partenaire un gilet, direction Édimbourg. Le jeune homme profite du trajet pour écrire dans une lettre à Rufus qu'il compte se faire engager comme copiste auprès de son idole, le grand compositeur Vivian Ayres, dont la maladie l'a empêché de produire la moindre musique depuis des années. L'occasion de retrouver la forme stylistique du roman, y voyant un tremplin vers sa propre gloire. Mais la déception va être rapide. Robert trouve un homme vieux, fatigué, colérique et dont le talent s'est clairement flétri. Non sans difficulté, il parvient à être embauché et vit désormais sous le toit de Ayres et de sa femme, Jocasta. Les jours passent et Frobisher compose aux côtés d'un Vivian qui retrouve la forme, ravivant l'admiration du jeune homme pour ce dernier. Ils finissent par présenter leurs travaux au chef d'orchestre berlinois Thaddeus Kesselring, mais l'ambiance entre lui et Jocasta semble être tendue. On apprendra que la raison est qu'ils avaient une relation qui a tourné court, Jocasta étant juive. Dans le même laps de temps, Robert couche avec Jocasta. But don't alarm yourself, it is only a carnal act performed in service. Débute la lecture du journal d'un certain Adam Ewing, dont il ne possède que la moitié, et commence à composer sa propre musique. Ensemble d'événements qu'il relate dans les lettres qu'il envoie régulièrement à Sixsmith. On passe rapidement sur le rêve de Ayres à propos d'un café aux lumières vives et où les serveuses ont toutes le même visage accompagné d'une mélodie qui lui échappe. Le bonheur est cependant de courte durée lorsqu'un soir où Frobisher travaille sur son morceau, le sextuor Cloud Atlas, Vivian débarque dans sa chambre, reconnaissant la mélodie de ses rêves. Tandis qu'ils discutent et pensant ses sentiments réciproques, Robert tente un rapprochement qui se passe mal. Très mal. Le jeune compositeur annonce son départ, mais Ayres le somme de terminer pour lui son œuvre, sans quoi il détruira sa réputation. Did you not think that we would inquire about someone living under our roof? Macaras himself wrote, and I quote, "He is a prostitute whose liaisons with perverts and sodomites were commonplace in his brief and forgettable career at Keys." Malgré tout, Frobisher fait ses valises et Ayres tente de s'emparer de ses partitions, ce qui le pousse à menacer son ancienne idole avec le Luger dont il s'était emparé au préalable. Une balle perdue qui ne blesse le compositeur que légèrement plus tard. Robert se voit contraint de se cacher de la police et est même obligé de se séparer du gilet de Rufus en échange du silence du tenancier de l'hôtel dans lequel il réside. Dès lors, ses journées ne se résument plus qu'à deux choses, regarder l'aube au monument Scott et travailler inlassablement sur le sextuor Cloud Atlas au point que cela vire à l'obsession. Son œuvre finalement accomplie, il se rend une dernière fois au monument Scott où il aperçoit Sixsmith qui le cherche et se cache. Il écrit alors à ce dernier une dernière lettre, s'allonge dans la baignoire de sa chambre, le canon du Luger dans la bouche. Rufus, qui faisait le tour des hôtels et aura reconnu le gilet, arrive une minute trop tard et découvre son corps sans vie. S'échappant d'une interview pour le moins désagréable, la journaliste d'investigation Louisa Ray se retrouve coincée dans un ascenseur avec un dénommé Rufus Sixsmith. Ah oui, c'est le même, sinon le hasard serait vraiment énorme. N'ayant rien d'autre pour s'occuper, ils en profitent pour faire connaissance. On apprend alors que la nièce du vieil homme, Megan, a étudié à Cambridge. A woman at Keys. Gives you hope for the world. Et de son côté, Louisa est la fille d'un célèbre reporter, Lester Ray. Sous l'effet de la chaleur, la journaliste retire sa veste et Rufus est alors interpellé par une tache de naissance en forme de comète sur la clavicule. Son expression devient plus grave et s'ensuit un échange sur jusqu'où Louisa serait prête à aller pour protéger une source. My father braved booby-trapped marshes and the wrath of generals for his journalistic integrity. What kind of daughter would I be if I bailed when things got a little tough? Rufus serra alors sa sacoche et s'apprête à parler lorsque l'ascenseur redémarre. Ce n'est que plus tard dans la nuit qu'il trouve le courage de la contacter afin de l'informer qu'il est en possession d'un rapport faisant état d'une faille de sécurité dans une nouvelle centrale nucléaire. Malheureusement, avant de pouvoir le lui remettre, ce dernier est assassiné par un tueur professionnel, Bill Smoke, qui le récupère. En inspectant les lieux du crime, Louisa trouve la correspondance de Frobisher qu'elle emporte chez elle pour les lire et pousse son enquête jusqu'à retrouver la trace d'un vinyle du sextuor Cloud Atlas qu'il a composé. Musique qui lui semble familière. But I know it. I know it. Direction ensuite Swanek, la centrale nucléaire où elle fait la connaissance de son directeur Lloyd Hooks, un féministe dans l'âme. If all lady journalists look like you, I might start to take this women's lib thing more seriously. Et de son chef de la sécurité, John Napier. Puis, tandis qu'elle fouille le bureau de Sixsmith, de l'ingénieur Isaac Sachs, avec lequel il se lie très vite une relation. You seem nervous, Isaac. Do I make you nervous? No. Actually, just the opposite. Après avoir parlé de littérature, notamment de Carlos Castaneda,
Isaac lui avoue qu'il reste une copie du rapport qu'il met dans le coffre de sa voiture. Sauf que les méchants évidemment ne comptent pas en rester là, et en une soirée, Bismuth fait exploser l'avion de Saxe pour Séoul et balance la voiture de Louisa dans la baie. Tentative de meurtre dont elle réchappe de peu. Le répit est cependant de courte durée puisqu'elle fait face dans son appartement à John Napier, qui lui révèle qu'il est un ancien ami de son père, connu pendant la guerre de Corée. Avec ce nouvel allié, elle finit alors par comprendre le complot qui se trame, le lobby du pétrole finance Swanek et espère que le réacteur explose afin de garder le monopole sur la production d'énergie. Encore faut-il trouver une preuve. Or, coup de chance, avec l'aide de Javier, le petit voisin présent depuis le début, et que j'omets parce que si je donne tous les détails, ça va durer 10 heures, Louisa comprend qu'il reste un dernier exemplaire du rapport que Sixsmith aurait envoyé à sa nièce Megan. Ne reste qu'à écarter la menace directe, Bismuth. Ils mettent alors en place un plan qui consiste en Joe qui prévient Hooks que la journaliste est en vie, afin de pousser le tueur à sortir de sa tanière. S'ensuit une fusillade et une course-poursuite qui se termine dans une usine où Smog se fait défoncer le crâne par la gardienne de l'établissement dont il aura tué le chien. Bien fait pour ta gueule, sale merde! Pardon. Louisa retrouve Megan qui s'échange le rapport et les lettres de Frobisher après un speech sur l'amour. La vérité est révélée, le complot déjoué, et Javier pense que cette histoire serait parfaite pour un roman. Lors d'une soirée où se retrouve tout le gratin de l'édition, Timothy Cavendish croise un de ses clients peu recommandables, Dermot O'Higgins, particulièrement remonté contre un journaliste ayant pondu une critique virulente de son livre. Heureusement, ils mettront les choses à plat. Enfin, heureusement pour Cavendish, le journaliste finit à plat, ce qui provoque l'explosion des ventes du livre et une rentrée massive d'argent. Chose qui n'a pas échappé aux hommes de main de O'Higgins qui réclament leur dû. Le souci, c'est que Timothy s'étant pris pour Julia Roberts dans Pretty Woman, est déjà à sec et est mal barré pour payer les 50 000 livres réclamés pour le lendemain. Après avoir épuisé tout son carnet d'adresses, il n'a d'autre choix que de supplier son frère Denholm et la femme de ce dernier, Georgette, avec laquelle on sent un léger passif. Le frangin finit par accepter, mais étant donné que ça prendra un peu de temps de réunir la somme, donne à Cavendish un lieu où se cacher en attendant. Sur la route de la planque, tandis qu'il y a un manuscrit de Javier Gomez du nom de Demi-vie, la première enquête de Louisa Ray, il fait une halte dans la ville de son amour de jeunesse Ursula, qu'il a perdu de vue depuis des années après un incident pour le moins fâcheux. Sir, madam, I assure you this is completely innocent. On notera au passage la tache de naissance sur sa cuisse. Il l'apercevra dans la même maison, mais n'osera pas toquer à la porte. Arrivé à l'hôtel, Timothy signe le registre et va paisiblement dormir. Avant d'être réveillé au petit matin par une femme de chambre ô combien sympathique, il découvre alors le poteau rose. La résidence Aurora est une maison de retraite dans laquelle il a signé une mise sous tutelle et son frère l'a piégé pour se venger de la relation qu'il a eue avec Georgette. Cavendish tentera bien de protester. You're breaking the bloody Anti-Incarceration Act or some ruddy thing, and I will not be subjected to criminal abuse. Puis de s'enfuir, plaçant au passage une référence au film Soleil Vert. Soylent Green is people. Soylent Green is made of people. Une tentative qui s'avère infructueuse. Plus tard dans la soirée, l'éditeur reçoit une invitation à un club clandestin afin de mettre en place un plan d'évasion. Avec un téléphone piqué à l'infirmière Knox, la femme de chambre starbée, il contacte la famille d'un patient annonçant son prochain décès et évoquant un héritage. Enferme Knox, vole la voiture et se tire de là. Profitant de leur liberté autour d'une bière, les voilà rattrapés par l'infirmière qui compte les ramener manu militari, mais notre bande de retraités est sauvée par Monsieur Mix qui, après avoir passé le film à ne répéter qu'une seule phrase, I know, mobilise les Écossais du bar, déclenchant une bagarre générale. À la fin, on retrouve Timothy en train d'écrire, auprès d'Ursula, son autobiographie. Étant donné que cette histoire se déroule sur 2 timelines en parallèle, je vais la remettre dans l'ordre chronologique histoire de simplifier. Le quotidien de Sonny 451 est le même que celui de tous les facteurs et se résume à se lever, se laver, honorer le consommateur toute la journée, entendez par là trimer comme une esclave et céder à leur moindre caprice pendant 19 heures, boire son savon et aller se coucher. Les jours se ressemblant en attendant l'exaltation, la cérémonie mettant fin à leur labeur de 12 ans. Sauf qu'une nuit, Sonny est réveillée par Yuna 939, une autre facteur, qu'elle découvre en train de coucher avec le superviseur. Une fois ce dernier ivre de savon, Yuna entraîne Sonny vers les objets perdus pour lui montrer grâce à un smartphone du futur une vidéo. This is a violation of the Ready Incarceration Act. I will not be subjected to criminal abuse. Dialogue qui inspire Yuna. Un peu trop, puisqu'après avoir subi une énième humiliation de la part d'un consommateur, lui balance un coup de poing et essaye de s'enfuir avant d'être ectomisé par le superviseur. C'est le terme employé dans le film. La nuit même, Sonny est à nouveau réveillé, mais cette fois découvre le superviseur mort d'une overdose et un certain Hei Ju Cheng
qui lui laisse le choix de partir avec elle, sous peine de subir le même sort que son ami. La Facteur découvre alors Néo-Séoul, c'est beau, on aime beaucoup, se voit retirer son collier laissant apparaître la tache de naissance qu'elle a dans le cou, et se rend à l'appartement de Heiju, qui lui permet de se libérer par les vêtements et la culture. En plus d'avoir retrouvé le film dont est extrait la vidéo, L'épouvantable calvaire de Timothy Cavendish. Plus tard, tandis que Sunmi s'intéresse au joli torse d'Heiju, c'est toujours pas moi qui le dis, Unanimité, nom du pouvoir en place, les a retrouvés et les pousse à partir. Durant leur fuite, cependant, Heiju chute de plusieurs centaines de mètres et Sunmi est capturée. En prison, elle rencontre Mephi, membre du conseil, qui lui raconte que sa petite prise de conscience embête tout le monde. There's a natural order to this world, fabricant. And the truth is, this order must be protected. Avant de la condamner à l'ectomisation. Tandis qu'elle est amenée à sa condamnation, Heiju, qui a survécu, ne me demandez pas comment, intervient et c'est parti pour la grande séquence d'évasion avec bagarre et folle course-poursuite. Oh, et on apprend qu'Heiju est un membre éminent de la Résistance, chose dont on se doutait étant donné ses capacités. Ils se rendent au siège de la Résistance où le général Apis révèle à Sunmi que leur but était de créer un facteur rebelle qui deviendrait le symbole de la lutte. Mais la clone fraîchement éveillée ne se sent pas les épaules assez larges pour endosser un tel rôle. Secouée, elle trouve refuge dans les bras d'Heiju, qui l'emmène ensuite sur le bateau où se déroule l'exaltation. Elle y découvre alors la vérité, les facteurs sont éliminés puis recyclés en savon. Depuis le début, elle se nourrit de ses semblables. Naît alors son désir de rébellion, achevant sa mue. Accompagnée de la résistance, elle se rend sur une île afin de propager un discours à travers le monde et les colonies extraterrestres. Durant la diffusion, Unanimité attaque, tue Heiju et la capture. S'ensuit l'interrogatoire avec l'archiviste qui ponctue la narration. Ils échangent culture, littérature, philosophie, ce qui le déconcerte, mais ce sont surtout ceux sur l'amour. Would you say that you loved him? Yes, I do. Do you mean you are still in love with him? I mean that I will always be. Et la mort. Does this mean that you believe in an afterlife? In a heaven or a hell? I believe death is only a door. When it closes, another opens. Qui perturbe le plus l'homme. Avant de clore l'interrogatoire, l'archiviste lui demande pourquoi faire ce discours si elle savait que cela l'amènerait à son exécution. Sunmi répond que c'était l'unique moyen que la population entende la vérité. And what if no one believes this truth? Someone already does. Elle est finalement ectomisée sous les yeux d'un Mephi satisfait, non sans sourire, une dernière fois. Vivant sur une île avec sa tribu des années après la chute de l'humanité, Zachary est attaqué avec son beau-frère Adam et son neveu par les connards, des cannibales. Poussé par le vieux Georgie, une sorte de démon, notre protagoniste reste caché, assistant à la mort des membres de sa famille. Quelque temps après, toujours traumatisé, Zachary voit débarquer chez lui une pressiante du nom de Méronime qui va, à son grand dam, s'installer pour quelques jours chez sa sœur Rose et sa nièce Chaton. Sa méfiance alimentée par l'esprit maléfique, Zachary craint que l'étrangère à la technologie avancée ne soit là pour de sombres intentions. Le soir même, réveillé en sursaut par un rêve impliquant des personnes d'un autre temps, il se rend chez l'abbesse, nous apprenant qu'il vénère la déesse Sunmi, et qui, prise d'un phénomène étrange, déclame une divination. Bridge broken, I below. Hands are bleeding, can't let go. Enemy sleeping, don't slit that throat. Le lendemain, Zachary confronte Méronime, qui lui avoue qu'elle recherche un guide qui accepterait de la conduire sur Monasol, la montagne où le vieux Georgie réside. La pressante manquant de tomber d'un pont, Zachary y voit un signe et enjoint cette dernière à se cacher juste avant l'arrivée de Kona. La première divination s'est réalisée. Lorsque Chaton, piqué par un scorpion de mer, risque de mourir, il n'a d'autre choix que d'accepter de conduire Méronime au sommet de la montagne pour qu'elle accepte d'utiliser sa science et sauver la fillette. Au cours de leur marche, l'improbable duo échange sur le vieux Georgie, son existence et la cause de l'apocalypse, jusqu'à arriver à une pente qu'il leur faut escalader. Au cours de l'ascension, Méronime risque de chuter et le vieux Georgie fait son apparition pour murmurer à Zachary de lâcher la corde. Cependant, remarquant ses mains en sang, il n'en fait rien. La seconde divination s'est réalisée. Ils atteignent enfin le sommet et un édifice, à l'intérieur duquel Zachary découvre une statue géante de Sunmi. Interrogatif, Méronime lui révèle qu'elle a existé et lui affiche même une vidéo de son fameux discours. Ébranlé dans ses croyances, l'autochtone saisit son couteau, poussé par le démon à tuer la presciente. She ain't your tribe, she ain't even your color. This Jezebel ignores your yarns and ways. Il se ravise à la dernière seconde et la somme de dire toute la vérité. Elle lui avoue alors que les prescients sont mourants et que cet endroit permettra d'envoyer un signal aux colonies extraterrestres
en espérant que quelqu'un l'entende. Une fois le message envoyé, on sent que la tension entre nos deux protagonistes s'est apaisée, mais le bonheur est de courte durée puisque Zachary découvre à son retour que les Kona ont décimé son village. Dans une des maisons, il reconnaît celui qui a tué son beau-frère, endormi, et malgré la troisième divination, lui tranche la gorge. Au moment où il découvre avec joie que Chaton est en vie, d'autres Kona débarquent et voyant que leur camarade n'apparaît pas, suspectent que quelque chose cloche. Débusqué, Zachary s'enfuit, poursuivi par les Kona jusqu'à l'endroit où Adam est mort, mais cette fois-ci est prêt à se défendre, épaulé de Méronyme qui a fini par le rejoindre. Et après une lutte acharnée et non sans blessure, le trio s'en sort et retrouve les autres pressions sur leur navire avec lesquels ils partent. Plusieurs années après, on retrouve le couple, qui a dû bien s'éclater au vu du nombre de petits-enfants, vivant paisiblement sur une autre planète. Le signal a bien été reçu. Zachary jette un œil à la Terre, la lumière des torches se reflétant sur son crâne rasé sur lequel apparaît une tache de naissance. On en est à combien de vidéos? Et on n'a même pas réellement commencé. Maintenant que l'on a remis ces histoires dans l'ordre, on est davantage en mesure de visualiser les connexions scénaristiques qu'il y a entre ces récits. Démarrons avec le plus évident et le seul personnage apparaissant physiquement dans deux histoires, Rufus Sixsmith. Jeune universitaire qui trouve l'homme de sa vie mort, événement qui le marquera tellement qu'il ne se remet jamais en couple, garde en permanence les lettres que Robert lui a écrites, autre connexion d'ailleurs, et même sa sacoche. Vous aviez noté les initiales RF pour Robert Frobisher? Tragédie qui ira jusqu'à sa propre mort puisque Smoke le tue de la même façon que son amant. On peut aussi en déduire que c'est la tâche de naissance de Louisa qui l'a poussé à la contacter pour lui donner le rapport, lui rappelant l'homme qu'il aimait. Et peut-être y voyant une opportunité de cette fois sauver des vies, voire un signe lorsque Megan nous rapporte sa vision de l'amour. My uncle was a scientist, but he believed that love was real. A kind of natural phenomenon. He believed that love could outlive death. La tâche de naissance est un autre point commun et le seul présent dans les 6 histoires, mais je le garde pour plus tard. Le journal qu'Adam Ewing écrit lors de son voyage est publié et lu par Robert Frobisher, ou du moins, comme dit plus tôt, seulement la première moitié, comme dans le roman, autant pour le personnage que le lecteur, la seconde étant aperçue comme cale d'un meuble. C'est un peu plus clair dans le roman, mais Frobisher ne lisant que la moitié du journal, il est persuadé que Ewing, à la fin, va mourir empoisonné par le Dr Goose, comparant l'inéluctabilité de son destin au sien. Il ne le voit pas devenir abolitionniste, ce qui l'amène au suicide. Parmi les écrits qui traversent les âges, on peut parler du roman Collie Cavendish, narrant l'enquête de Louisa Ray, et écrit par Javier Gomez, à savoir le jeune voisin de la journaliste. Là aussi, davantage développé dans le roman, puisque c'est la détermination de Louisa qui va motiver Cavendish à s'échapper de la maison de retraite. Ou encore l'autobiographie du même Cavendish, qui sera adaptée en film, que visionnera Yuna 939 et Sony 451. Cette dernière ayant un destin particulièrement intéressant. Né clone, se libère pour devenir le symbole de la rébellion, et déclame un message qui sera si important qu'elle en deviendra une icône, au sens religieux du terme. En ce qui concerne les lieux, la Corée est très souvent citée. Isaac Sachs doit se rendre à Séoul, Napier a rencontré le père de Louisa durant la guerre de Corée, tout le segment de Sonmi se passe à Néo-Séoul, et on peut se demander si ce n'est pas également le cas de celui de Zachary, étant donné les ruines aperçues, ou le bâtiment sur Monasol, très semblable à là où Eiju perd la vie. Après, j'ai lu aussi que cette île serait l'île Chatham, là où commence l'histoire des Wings, bouclant ainsi la boucle. Mais rien de concret pour le prouver. San Francisco est aussi récurrent, Adam Ewing cherche à y retourner, le segment de Louisa s'y déroule. Pareil pour Édimbourg, où se déroulent les récits de Robert Frobisher et Timothy Cavendish. Aviez-vous d'ailleurs remarqué que la maison de retraite est également la demeure de Vivian Ayres? La disposition de Papa Song, que l'on retrouve à la soirée londonienne aussi, plus une rémanence qu'une connexion directe. Autre heureux hasard, la pierre que orne le bouton de chemise d'Adam en 1849 est la même que trouve Zachary au début du film. Bon, je ne pense pas que ce soit exactement la même pierre, mais c'est clairement le même objet. On pourrait même s'amuser à extrapoler en voyant que la mère de la nièce de Sixsmith est jouée par Dunabe, que Megan est une brillante physicienne et que comme par hasard, Sonmi est jouée par la même actrice. Serait-il possible que le modèle de clone ait été créé à partir d'elle? Et évidemment, il ne faut pas oublier l'œuvre qui traverse tout le film et lui donne même son nom, le fameux sextuor Cloud Atlas. La découverte chez le disquaire est un douloureux paradoxe. D'un côté, Frobisher a réussi à créer une musique marquante et a même été jouée et distribuée. De l'autre, il est malgré tout tombé dans l'oubli. Et en même temps, pas vraiment, puisque son œuvre traverse le film. On peut en entendre différentes variantes dans la maison de retraite, chez Papa Song, etc. Preuve qu'elle est restée dans l'inconscient collectif. Musique qui a été composée dans le monde réel par Tom Tykwer lui-même. Vous entendez d'ailleurs certains morceaux depuis le début de cette vidéo. Et jusqu'à présent, je ne parle que de ce que j'avais remarqué. Il m'a fallu les bonus du Blu-ray pour apprendre que le livre contenant la révélation de Sonmi de l'abbesse a été rédigé par l'archiviste. C'est pas comme si c'était écrit noir sur blanc, enfin écrit plutôt brodé à partir des mèches des facteurs qui les ont coupés en signe de libération. Et la couverture est constituée de leur collier.
Ou encore, avez-vous noté la fresque devant laquelle passe Louisa et qui retrace la chronologie des 6 histoires? Eh ben moi non plus. Déconnexion faisant de Cloud Atlas non plus la réunion de 6 histoires, mais le récit de celle de l'humanité. Des connexions scénaristiques concrètes, mais également des personnages reliés par un même destin, la révolte contre le système de leur époque. Si l'on repasse les différentes intrigues, on constate que chacun d'eux se retrouve face à une injustice et va d'une manière ou d'une autre agir. Adam, face au traitement des esclaves motivé par le racisme, CF les écrits de son beau-père, devient abolitionniste. Une simplification du film d'ailleurs, dans le roman, les Moriori, dont est issu Aotearoa, sont esclaves des Maoris, un peuple indigène de Nouvelle-Zélande. Il y a donc volonté des réalisateurs d'appuyer la différence entre esclaves et maîtres, en plus de gagner en efficacité narrative, je suppose. Robert Frobisher voit entre autres sa réputation menacée par Herzl due à son homosexualité, et se passant en 1936 à bord de la montée du fascisme en Allemagne, menace tout autant pour lui que pour Jocasta, qui on le rappelle est juif. Louisa Ray, en plus d'affronter le grand capitalisme avec les lobbies du pétrole qui conspirent afin de garder le monopole de l'énergie, subit plusieurs réflexions sexistes. Pour Timothy Cavendish, il se rebiffe sur comment la société maltraite ses aînés en les enfermant contre leur gré et attendant paisiblement de toucher l'héritage. Sonny se bat littéralement contre un gouvernement dont les armes sont le contrôle total et la censure. Et pour Zachary, plus symbolique, lutte avec cette petite voix intérieure qui murmure des idées reçues et préjugés face aux gens différents. L'obscurantisme. Et le plus beau, c'est qu'aucun d'entre eux n'est appelé à lutter contre ce système. Ils y sont contraints, parce qu'ils voient, vivent, ressentent. Étant dans un monde d'inégalité, ils ont ce besoin d'intervenir. Aucun d'entre eux ne sont des héros, aucun d'entre eux ne pense que leur acte va avoir une réelle importance, ce qu'exprime parfaitement Sonny. I'm just a diner server. I was not genomed to alter reality. No revolutionary ever was. Certains, comme Robert ou Timothy, n'ont même pas conscience que leur acte, en apparence si banal, composer, ne pas se laisser abuser, est une révolte. Louisa, elle, ne fait que son travail. Moore prévient Ewing que le chemin qu'ils empruntent à Kilda est dangereux, mais ce dernier ne renonce pas. Sonny se sacrifie avec seulement l'espoir d'être entendu par une seule personne. Ce n'est pas pour rien si Alexander Solzhenitsyn, auteur russe et dissident du régime soviétique, est explicitement cité, et censuré par unanimité. C'est cela que représente la tâche de naissance. La volonté d'agir. La volonté d'un avenir meilleur, sans savoir si ce dernier le sera. Et pourtant, qu'ils aient réussi ou échoué, leurs actes, du plus subtil au plus concret, on l'a vu, ont eu un impact. L'esclavage est aboli, l'homosexualité est acceptée, les femmes ne sont plus des potiches et ont les mêmes droits que les hommes. Les aînés sont considérés comme des sages. Un voyage devient une lutte, une enquête la pérennisation d'une technologie, un film une révolte, un discours une révélation. Ce qui démarre par un simple avocat qui traverse le Pacifique déclenche une suite d'événements sur plusieurs siècles qui mènent à la sauvegarde de l'humanité. L'effet papillon. Our lives are not our own. From womb to tomb, we are bound to others. Past and present. And by each crime and every kindness, we birth our future. Le plus petit de nos actes a un impact sur notre vie, sur celle de notre entourage, celle d'un inconnu de l'autre côté de la planète, voire une personne qui n'est même pas encore née. Et Cloud Atlas nous le rappelle. Ceux qui connaissent bien le film ont dû tiquer lorsque j'ai résumé le parcours d'Adam Ewing, parce que j'ai omis une phrase essentielle, une phrase qui synthétise le message du film. Vous pensiez que je l'avais oublié? Il s'agit d'un échange durant sa confrontation avec son beau-père. No matter what you do, it will never amount to anything more than a single drop in a limitless ocean. What is an ocean but a multitude of drops? Il est facile, surtout dans cette période trouble, de rester chez soi à juste observer le monde pensant que notre influence est dérisoire. Mais c'est faux. Il ne tient qu'à nous, y compris par de tout petits gestes, d'écrire l'histoire. Voilà, c'est bien beau tout ça, mais il est temps de revenir à la réalité. Parce que certes, il y a eu des progrès, mais il y a toujours des personnes pour penser que la place des femmes est à la cuisine, que les Noirs étaient mieux lotis au temps de l'esclavage, et s'offusquent pour un simple bisou gay dans un dessin animé. Bien que le message de Cloud Atlas puisse sembler naïf, les réalisateurs ne sont pas pour autant idiots et mettent non seulement en avant les défauts de la société, mais également comment cette société s'évertue à retomber dans ses travers. Déjà, s'il y a 6 histoires à 6 époques bien distinctes et qui pourtant ont toutes en rapport un système oppressif envers une partie, voire l'entièreté de la population, c'est bien que l'humanité n'apprend pas de ses erreurs. Pour chaque minorité qui n'est plus victime de discrimination, on a besoin d'en trouver une autre à oppresser. Et cela ne se résume pas aux puissants. À Néo-Séoul, certes, unanimité est pointée comme le principal ennemi, dictature, censure, tout ça, mais les consommateurs sont clairement montrés comme des sacs à merde avec les facteurs.
qui ne sont qu'une version 3.0 des esclaves. Des clones qui n'ont pas n'importe quelle apparence, puisqu'elles sont toutes des femmes. Des femmes qui se lèvent et couchent à heure fixe, et le reste du temps servent son branché, même si on leur met une petite main aux fesses. Pour lequel tout plaisir est interdit, et si jamais elles osent contester, sont ectomisées. Même ce mot signifiant ablation d'un organe leur retire toute notion d'humanité. Elles ne sont qu'une partie, pas un tout. On a franchi une sacrée étape depuis les réflexions misogynes que se tape Lusaré. En parlant de la journaliste, on peut d'ailleurs faire un parallèle avec la conclusion de son histoire dans un entrepôt, entre facteurs et la main-d'œuvre composée de personnes racisées, que Smoke associe par défaut à des sans-papiers avant de se prendre un retour de bar, tous deux considérés comme ayant un sous-statut. Des employés pratiquant un boulot pénible et répétitif, que l'on peut assimiler au Fordisme, un mode de développement industriel visant à accroître la productivité pratiquée jusque dans les années 70. Mais surtout, ayant un impact extrêmement négatif sur la santé des travailleurs, ce que dénoncera Chaplin dans ces temps modernes. Un bon moyen pour les réalisateurs d'illustrer que ce n'est pas parce qu'un système change dans la forme qu'il ne s'appuie pas sur les mêmes bases dans le fond. Mais le meilleur moyen qu'utilise Cloud Atlas pour illustrer ce cycle, c'est dans sa représentation du cannibalisme. En 1849, le Dr Goose raconte qu'autrefois, une tribu cannibale était installée sur l'île Chatham, ce qui mit en parallèle des préjugés d'Adam sur Aotearoa. To tell the truth, I was worried you might try and eat me if you didn't get something in that stomach. Démontrant que cette pratique appartient au passé et qu'il est même ridicule de penser qu'elle existe toujours. Les références seront par la suite métaphoriques, signe malgré tout que le système pousse à cannibaliser l'autre pour son bien personnel. The weak are meat, and the strong do eat. Et même ironique avec Goose, qui lors de sa lutte avec Aotearoa, lui arrache un morceau de cou. Alors que c'est lui en principe le sauvage adepte de la chair humaine. Sautons directement à 2012 et à la navrante tentative d'évasion de Cavendish. Je m'excuse pour le spoil, Soleil Vert est un thriller se passant dans un monde dystopique sorti en 1973, au cours duquel Charlton Heston découvre que le soleil vert, un aliment de synthèse utilisé pour nourrir les plus pauvres, est en réalité fabriqué à partir des cadavres de personnes euthanasiées. Dans notre époque contemporaine, le cannibalisme est uniquement présent dans la fiction et est l'objet d'une blague. Cette pratique nous paraît tellement lointaine et ridicule que l'on en rit. Et pourtant, en 2144 années au Séoul, la blague n'en est plus une. Les facteurs comme Sonmi sont nourris au savon, dont l'unique ingrédient est leur semblable, à qui on a promis l'exultation. Mais vu qu'elles ne sont que des clones, on peut dire que ça passe, je suppose. Sauf que des siècles plus tard, le cannibalisme est de nouveau pratiqué, et pas de manière industrielle, propre, mais bien comme les tribus d'autrefois. Et de quoi tout cela découle-t-il ? De la perte de connaissances. La nécessité du savoir est un autre thème qui traverse tout le film. De manière grossière, le manque de connaissances sur les minorités fait qu'on les assimile à des préjugés, Adam avec Aotearoa, Viviane résumant Robert à son homosexualité, Frobisher tombe peu à peu dans la dépression parce que ne sachant le sort d'Adam, de façon plus concrète, le besoin des journalistes qui révèlent la vérité et informent le public sauvant ainsi des vies. Enfin, en principe, il y en a pas mal qui ont oublié leur précepte de leur métier aujourd'hui. Les personnes âgées enfermées ne sont plus stimulées et donc s'embourbent dans leur propre esprit. Les facteurs sont privés de tout contact avec un objet de consommateur et lorsque c'est le cas pour Yuna et Sonmi, elles s'éveillent et se révoltent. Mais même unanimité qui censure à tout va de nombreuses œuvres, rappelant que le fascisme passe par l'obscurantisme et la simplification des concepts. La fin des temps et la perte de la connaissance entraînent une régression du langage et le retour de pratiques considérées comme inhumaines et que l'on pensait disparues. Ignorance et obscurantisme matérialisés par le vœu de Georgie. La connaissance est la raison même de notre humanité et du progrès. Et ce qui est beau avec Cloud Atlas, c'est qu'il parle de connaissance au sens global. Il n'y a pas de hiérarchisation. D'autant plus quand une musique symphonique ou une grande réflexion philosophique peut avoir un même impact qu'un simple film. Nos différents personnages vont tous être inspirés par différentes œuvres et en particulier d'œuvres de fiction. Si Sonmi cite directement Solzhenitsyn, le déclenchement de la rébellion de Yuna se fait grâce à un mauvais film avec un Tom Hanks en léger surjeu sur un vieil homme enfermé dans une maison de retraite. Même pas, on parle d'un extrait de quelques secondes. Et pourtant, cette simple ligne de dialogue résonne suffisamment en elle pour opérer un changement. Sonmi, dont la vraie histoire devient peu à peu une légende, tout comme Darwin, et engendre une nouvelle religion qui motive les décisions de Zachary et sa tribu des siècles plus tard, mais toujours sans dénigrer l'impact que ce mensonge a sur eux. On pourrait faire le parallèle avec le Super Eldorado de DreamWorks, où Miguel et Tulio se font passer pour des dieux auprès des Incas, et lorsque ces derniers comprennent qu'ils ne sont que des humains, ne leur en tiennent pas rigueur tant leur présence a été bénéfique. Destin de la factaire que partagera Louisa, dont l'enquête ne sera retenue que comme l'intrigue d'un roman. Au moins pour Adam, le journal a été retranscrit tel quel et perpétue sa mémoire. Mais dans les deux cas, que ces livres soient appréhendés comme relatant à la réalité ou fictionnels, ils ont un impact sur leur lecteur. La fiction est une arme puissante, vecteur de messages,
et moteur d'actes. Ce n'est pas pour rien que des régimes comme Unanimité ou l'extrême droite ont tendance à vouloir boycotter ou censurer des œuvres avec des messages qui leur déplaisent, au nom de la protection de nos enfants au hasard. Mais on peut aller plus loin, car si les personnages se nourrissent de la fiction, c'est le cas aussi du film lui-même. Comme on l'a vu, Soleil Vert est à la fois directement cité et repris dans les segments de Cavendish et Sonny. La fiction est devenue réalité. Or, le monde de Néo-Séoul est clairement aussi une inspiration du 1984 de George Orwell, une autre histoire dystopique. Et pour en revenir au roman, David Mitchell a raconté en interview que, par exemple pour la partie sur Louise Arrey, il avait lu énormément de romans de gare pour être sûr que le style collerait au genre. De la fiction à l'origine de la fiction. On pourrait même se demander, est-ce que Néo-Séoul est inspiré de Soleil Vert et 1984 parce que les réalisateurs et David Mitchell les connaissent, ou est-ce que c'est parce que Unanimité connaissent ces œuvres qui existent dans la diégèse du film, qu'ils s'en sont inspirés pour créer leur propre gouvernement? Mais depuis le début, nous sommes partis de 6 intrigues entrecroisées que nous avons remis dans l'ordre pour mieux en comprendre les connexions. 6 histoires avec leur temporalité, leurs péripéties, leurs messages, leurs thématiques, propres ou communes. Or, la vérité, c'est qu'Adam, Robert, Louisa, Timothy, Sonny et Zachary ne sont pas les seuls protagonistes du film. Il y en a d'autres qui traversent les différentes époques. Il y a une raison pour laquelle les différents membres du casting sont présents en différentes versions. Bien qu'étant des personnalités différentes, en réalité, les acteurs représentent les différentes vies d'une même âme. Cette notion de réincarnation était déjà présente dans le roman, mais seulement à travers cette fameuse tache de naissance en forme de comète. Les Wachowski et Tom Tykwer ont décidé d'aller beaucoup plus loin en l'appliquant à chacun des personnages, tout en l'étoffant de la notion de karma. Vous avez déjà entendu ce mot, mais concrètement, le karma est un dogme de l'hindouisme selon lequel la destinée d'un être vivant est déterminée par la totalité de ses actions passées, de ses vies antérieures. And by each crime and every kindness, we both have a future. Ce qui est cité explicitement dans le métrage avec Carlos Castaneda, qui a beaucoup écrit sur l'enseignement chamanique. A girlfriend once, she kept trying to get me to read Carlos Castaneda. You ever read any of that shit? Oh yeah. Every time she brought up any of that karma, past life stuff, I couldn't stop myself from laughing. Et du coup, cela offre une toute nouvelle strate de lecture et des dizaines d'autres connexions. Et pour cela, désolé, mais il va falloir qu'on reprenne le récit depuis le début. Calmez-vous, on va analyser tout cela en même temps cette fois. Aussi, comme on parle d'âmes qui ont eu différentes vies avec différents noms, je me référais à elles directement par le nom de l'acteur, faisant le distinguo entre les deux. Enfin les 7. Passons déjà en revue les acteurs tertiaires qui repassent une tête ici et là, et j'avais pas remarqué qu'ils étaient autant. Martin Woodkey, qui joue le bras droit du capitaine dans le segment d'Adam, est également le garde de la centrale Swanek et le soigneur chaman dans le segment de Zachary. Brody Nicholas Lee, ou Javier Gomez dans la partie sur Louise Arrey, revient en tant que Jonas, le neveu de Zachary. Revan Annan, chaton, est aussi la gamine à qui Una vole la console pour s'enfuir. Les frères Hoggins sont présents au repas final chez Haskell Moore, de même qu'Alistair Petrie, qui joue l'homme interviewé par Louisa qu'elle voudrait jeter du balcon, chose qui arrive dans l'histoire suivante par Dalmot Hoggins, le karma je vous disais, et ce qui est aussi le cas de Sylvestre Le Touzel, qui est l'employé de la maison de retraite, et celle de l'usine où sont ectomisés les facteurs. Certains ne sont pas destinés à changer. Zuzu, qui est Megan Sixsmith, est également la facteur qui illustre l'exultation. Quand on sait que c'est grâce à elle que Hugh Grant tombe et que c'est ce dernier qui l'envoie l'exultation, on peut se dire qu'il y a une petite vengeance. Et Robert Fife, le désopilant Monsieur Mix, était dans une vie antérieure membre d'équipage de la prophétesse avant de devenir un des dirigeants pression. Passons maintenant aux acteurs principaux. Suzanne Sarandon démarre comme simple épouse du révérend Rox qui est moqué lorsqu'elle évoque le droit des femmes. On la retrouve en 2012 en amour d'enfance de Cavendish avec maison et enfants et sans mari puisqu'elle termine heureuse en couple avec Timothy. Elle n'avait sans doute plus envie de se laisser emmerder par un mec. Elle n'est pas concrètement présente à Néo-Séoul mais apparaît sous les traits du scientifique Youssouf Suleiman avant de revenir en tant qu'abbesse, chef et guide spirituel du village vers qui les membres se tournent en cas de question. Et si le nom du navire est tiré du roman, j'ai du mal à croire que c'est un hasard de démarrer en 1849 par une prophétesse symbolique et de terminer dans le monde post-apo avec une prophétesse au sens littéral. Suzanne Sarandon passe donc d'une personne réduite à son statut et son genre à une dirigeante sage et bonne. Évolution suivie par d'autres âmes comme David Jazzy. Démarrant esclave qui prend son destin en main et s'auto-affranchit, son amitié avec Adam lui permet d'être pleinement libre. Et apparemment, sa rencontre avec Jim Sturgess, je vous avais dit qu'on ferait le distinguo, semble l'avoir inspiré puisqu'on le retrouve en tant que père d'Alberi et célèbre reporter de guerre reconnu pour sa droiture et son courage. Morale qu'il semble suivre au fil de ses autres vies puisqu'il termine comme un des chefs pression et qui veille au bon déroulé de la mission, d'Alberi. Malgré toutes ses vies, il continue à prendre soin d'elle. Kiss David est un autre esclave au service de Hugh Grant, chose qui ne change pas puisqu'on le retrouve comme son bras droit à Swanek, mais sa rencontre avec Alberi et son lien avec David Jazzy fait qu'il trahit son patron et change de camp. Serait-il possible qu'ils se connaissent déjà tous en 1849 ?
un esprit de rébellion qui ne le quitte pas, puisqu'il devient le chef de la résistance à Néo-Séoul. Une volonté de se battre contre l'injustice, qui l'élève au rang de sage, et donc dirigeant des pressions. Zook Shun est le groom qui ouvre la chambre de Sixsmith à Louisa, celle qui présente le film à Sonmi, prémisse de sa rébellion, et la pousse à quitter Papa Song, et accepte Méronym chez elle, ce qui amènera Zachary à la guider à Monasol. Elle est donc une passation, celle qui va initier le chemin de plusieurs de nos protagonistes vers leur destin. Et bien qu'apparaissant peu, on peut lister pas mal de parallèles entre ces vies de Yuna et Rose. Elle couche, pas vraiment volontairement, avec Grant et est tuée par ce dernier à Néo-Séoul, tout comme sur l'île. La gamine à qui elle vole l'appareil devient sa fille, et c'est presque touchant que Tom Hanks, qui a été un modèle pour elle en tant que facteur, devienne son grand frère dont elle prend soin. Hugh Grant, puisqu'on l'a évoqué, révérend adepte des écrits racistes du beau-père d'Adam, puis directeur qui vire Robert de Cambridge et informe Hearst avec des mots fleuris, dirons-nous, de son homosexualité, directeur d'une centrale nucléaire prête à exploser pour satisfaire l'avidité d'un lobby, frère revanchard qui est à l'origine du règlement de la maison Aurora, superviseur profitant des facteurs pour finir en chef de cannibale, Grant n'a pas vraiment d'évolution puisqu'il est avant tout une fonction, un exécutant du système contre lequel nos protagonistes se rebellent. Il n'est pas un moteur, juste un suiveur qui profite du pouvoir en place et s'y complaît pour son intérêt personnel. Au contraire d'Hugo Weaving, qui lui est une représentation même de ce système. Démarrant comme soutien éminent à l'esclavage qui menace Jim Sturgess et sa fille Dunabe du terrible destin qui les attend, on le retrouve littéralement en nazi ancienne relation d'Alberi, Alberi qu'il pourchasse pour l'éliminer avec un poil de rancœur par rapport à leur liaison non consommée, et faisant toujours preuve d'un racisme assumé au passage. Il réapparaît en 2012 en tyrannique infirmière en chef de la maison de retraite, puis est à Néo-Séoul un des membres d'Unanimité qui condamne Dunabe à mort, rebouclant avec sa promesse dès 1849. Et dans le monde d'après, quand il n'y a plus de système à proprement parler, il aura tellement passé ses vies à représenter l'immobilisme qu'il en devient l'incarnation, le vieux Georgie, non plus une personne, mais un concept dénué de toute humanité. James Darcy est peut-être celui qui a le chemin le plus tragique. Privé de l'amour de sa vie, il passe les années suivantes à essayer de faire le bien. Tout ça pour être assassiné par Hugo Weaving. Il devient alors un homme au service du système, qui plus est sous les ordres de son meurtrier. Cependant, sa rencontre avec Dunabe, qu'il connaît puisqu'elle était sa belle-sœur dans une autre itération, lui rappelle cet amour passé. Un amour qui traverse les âges, le libérant. Et si on ne peut que deviner le reste, il y a de fortes chances qu'il ait rejoint la rébellion, lui garantissant une prochaine vie meilleure. Ben Whishaw est certes lié à James Darcy, mais aussi énormément à Jim Broadbent. Mousse sur son bateau qui se fait maltraiter, il revient à la charge en 1936 dans les événements que l'on a largement décrits plus tôt dans la vidéo. Toujours attiré par la musique, il devient disquaire et redécouvre son sextuor, tandis qu'il se renseigne pour Alberi qu'il retrouve. Un amour de l'art qui ne le quitte pas sous les traits de Georgette, vie avec laquelle il pourra enfin assouvir son amour avec Broadbent, il finit en curieux villageois tué par les connards, en espérant qu'il puisse un jour retrouver Darcy. Et j'avoue ne pas être sûr de son cheminement final. Je le comprends dans le sens où, après avoir tout donné pour son art, il a voulu régresser à une vie plus simple, mais malgré tout reste tellement curieux qu'il ne peut s'empêcher de s'interroger sur le monde qui l'entoure, mais ça colle pas à 100%. Si vous avez une meilleure interprétation, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Broadbent, puisqu'on en parlait, va avoir un chemin assez similaire, mais plus lisible. Histoire de ne pas trop se répéter, il est donc un capitaine de bateau pas très sympathique avec son équipage, raciste de surcroît, qui devient un grand compositeur tombé en décrépitude. Au contact de Robert, il retrouve la santé et l'inspiration. On parlait du pouvoir de la fiction, mais on peut la généraliser au pouvoir de l'art. Une partie du moins, puisque moins raciste. On notera l'ironie qu'il soit dans cette vie marié à Alberi, mais homophobe, repousse Frobisher et tente de s'emparer de sa composition. Autre ironie qu'après l'avoir repoussé avec tant de dégoût, ce soit la consommation de cet amour qui envoie Timothy à la maison Aurora. Mésaventure qui lui donnera le courage de reprendre contact avec Ursula, avec laquelle il finira sa vie heureux. Et en 2144, on l'entreaperçoit dans la rue jouant du violon, peut-être pauvre, mais satisfait de vivre de son art. Le compositeur frustré et cupide revient à l'essence même de son métier, la musique. Une élévation qui lui permet d'atteindre le rang de sage, c'est pourquoi on le retrouve parmi les leaders des pressions. L'arc de Broadbent est un avertissement des réalisateurs aux artistes sur le risque de se perdre au nom de la gloire et de l'argent, et de ne jamais oublier la raison qui les amenait à faire ce métier. En ce qui concerne Jim Sturgess et Dunabe, difficile de les dissocier tant leurs destins sont intimement liés. Mariés en 1849 et rejoignant les abolitionnistes, on ne voit en 1936 que le premier, en jeune peintre, viré de l'hôtel où réside Frobisher par Tom Hanks. Sturgess lui éclate le crâne avec un coffre plein d'or dans sa vie précédente, Hanks le dégage parce qu'il n'a pas de quoi payer, les parallèles encore et toujours. Ils font une brève apparition en 1973 où ils sont à nouveau mariés, et les parents de Megan Sixsmith. Bon, c'est un peu plus le bordel. Dunabe est la seule qui apparaît 2 fois dans un des récits.
comme mère de Megan donc, mais aussi comme la patronne mexicaine de l'usine qui éclate la face de Bismuth. Et je suis incapable d'expliquer pourquoi. Pour rester dans les analogies, je dirais juste que ça a du sens que ce soit elle qui tue Hugo Weaving par rapport à leur relation dans le segment d'Adam ou de celui de Sonny, et pertinent avec la symbolique du couple. En 2012, Jim Sturgess est le client du bar qui intervient pour défendre nos papis-mamies menacés par Hugo Weaving. Notez d'ailleurs comme après avoir aidé Autua face à Jim Broadbent, c'est ce dernier qui est content d'avoir son assistance, aide qu'il apporte de nouveau à Dunabe lors des événements de Neo Séoul, et où ils finissent en couple. Encore. Dans le monde d'après, pas de Dunabe, du moins pas physiquement, et si Sturgess n'est présent que quelques minutes le temps d'être égorgé par Hugh Grant, il s'appelle d'ailleurs Adam, comme Adam Ewing, on le retrouve en train de prier, donc de parler à Sonny. Donc à Dunabe. Sturgess et Bay, ce sont les amants maudits et les grands combattants du film. Peu importe leur rôle, ils sont toujours des personnages en lutte directe contre le système. Qu'ils soient meneurs, aideurs ou simples passants, leurs actions sont toujours des actes de résistance contre l'injustice ou l'obscurantisme. Un combat qu'ils payent cher puisque les menant régulièrement à la mort et à la séparation de l'amour de leur vie, au pluriel, une représentation littérale de la théorie freudienne, Eros et Thanatos. Je vais pas non plus faire genre d'être un expert en psychanalyse, c'est une expression qui revient régulièrement dans les analyses d'œuvres sur le rapport entre mort et amour, et ici c'est pertinent. Alberi est un peu la somme des différents trajets vus précédemment. Commençant comme esclave, elle monte peu à peu les échelons pour devenir une pression. De femme soumise ou rejetée pour sa couleur de peau, sa religion ou simplement son genre, elle prend son indépendance et restera en lutte contre le système, en plus d'être un guide pour ceux qui sont sur le chemin de la rébellion. On peut mettre en avant que sous les traits de Louise Arrey, elle reconnaît le sextuor Cloud Atlas qu'elle dit ne pas connaître alors qu'elle a assisté à sa création, ou qu'en tant que Méronime, elle a été attirée à Monasol par un rêve, sans doute une réminiscence de ses vies passées, comme cela arrive à Tom Hanks. Tom Hanks avec qui elle a aussi un destin fortement lié. Ce dernier, qui pourrait être assimilé au vrai héros du film puisque c'est son récit à ses petits-enfants qui ouvre et clôt le film, est l'âme qui a l'évolution la plus notable. Goose est la pire des ordures. Esclavagiste, raciste et avide d'argent au point d'aller jusqu'au meurtre, en 1936, gardant sans doute les séquelles de la dernière fois qu'il a tenté de voler, il fait preuve de davantage de subtilité en faisant chanter Frobisher. En échange de son gilet, il ne le dénonce pas à la police. Plus subtil, mais toujours un sacré sac à merde. C'est en rencontrant Alberi à Swanek, qu'il n'avait même pas remarqué lorsqu'elle n'était qu'une esclave, qu'il va véritablement changer. Embarqué par un sentiment qu'il ne saurait expliquer, c'est d'ailleurs à ce moment-là que Cloud Atlas parle ouvertement de réincarnation, il lui fournit le rapport sur la défaillance du réacteur. Ce qui, après toute une réflexion sur des forces qui nous dépassent, lui vaut de finir en smoothie. Événement fâcheux et violent, laissant sa relation avec Louisa inachevée, ce qui le fait retomber dans ses travers sous les traits d'Hoggins. Et si le fait de recroiser Alberi, et la reconnaître étant donné la façon dont il la fixe, aurait pu être à nouveau un déclencheur vers une vie plus respectable, on sait que ce ne sera pas le cas. On le perd ensuite de vue, ne l'apercevant qu'en tant qu'acteur dans l'adaptation de l'autobiographie de Cavendish, pour le retrouver en tant que Zachary. Un Zachary certes moins problématique que ses anciennes vies, mais gardant pas mal de défauts. Des défauts qui semblent atténués par la présence dans cette incarnation de personnes qui l'entourent et l'aiment, sa sœur Rose et sa nièce Chaton. Mais la rechute n'est pas loin. Au-delà du fait qu'il laisse son beau-frère et son neveu mourir, c'est la trouvaille d'une pierre qui ressemble étrangement à celle du gilet d'Adam Ewing, qui marque l'apparition du vieux Georgie, celui qui pousse à la faute. À croire que ce qui était autrefois le sujet de sa convoitise renferme l'entité depuis tout ce temps, prêt à le tenter. Tom Hanks sera alors malmené entre sa foi pour Sonny, les chuchotements de Georgie, la peur, la méfiance, la raison, et surtout ses sentiments grandissants pour Méronime. Ou plutôt souvenir de ceux d'Alberi, auquel il finira par céder, repoussant au loin le démon qui le poussait au pire. Assumant pleinement son amour et vivra jusqu'à la fin de ses jours avec celle qui l'aura transformé, il y a de cela plusieurs siècles. Do you still love Grammy? Your Grammy was the best thing that ever happened to me. Et à travers ces différentes réincarnations, on décèle donc un autre thème récurrent, l'influence de l'amour. C'est un élément traité à plusieurs reprises dans le film, l'amour et par opposition la haine sont des forces qui transcendent le temps et l'espace au même titre que les âmes, ce qui est cohérent avec la notion de karma. Cela est dit explicitement par Megan Sixsmith qui explique la vision de son oncle. He believed that love was real. A kind of natural phenomenon. Par Isaac. Belief, like fear or love, is a force to be understood as we understand the theory of relativity and principles of uncertainty. Phenomena that determine the course of our lives. Remarquez comme ce sont deux hommes de science qui restent ouverts à la possibilité qu'il existe des forces qui les dépassent, d'autant plus quand le film est explicite sur la raison qui a amené notre civilisation aussi avancée technologiquement à sa propre destruction. Oldens got the smart. They mastered second seeds, make miracles, fly across the sky. True, all true, but they got something else. A hunger in their hearts. Hunger is stronger than all they smart. Hunger. For what?
a hunger for more. Et par Sonmi lors de son interrogatoire. I mean that I will always be. Force qui d'ailleurs ne relie pas seulement les personnages avec leur soi passé, mais également avec leur soi futur, mais aussi les uns aux autres. I heard it in a dream. I was in a nightmarish cafe, blaring bright lights, but underground and no way out. And the waitresses, they all had the same face. Et cet amour, on ressent son influence dans le parcours des personnages. Duname et Jim Sturgess se sont trouvés bien avant que ne débute le film et resteront des influences positives qui se battent séparément ou ensemble. On a d'ailleurs droit avec Neo Séoul à l'un des plus gros changements par rapport au roman. Dans ce dernier, on découvrait que la rébellion, et donc Eiju, étaient en fait des agents d'unanimité, et que tout ceci, y compris la prise de conscience de Sonmi, était en réalité un complot afin de renforcer le contrôle du gouvernement sur la population. Complot qui se retournait contre eux puisque le discours de Sonmi était malgré tout diffusé. Ce twist rapprochant davantage le récit du 1984 de George Orwell. Alors certes, avec cette modification, on perd une partie de la dimension méta sur la fiction et l'ironie de la résolution, mais en contrepartie, elle sert totalement un message beaucoup plus humaniste et optimiste. Hugo Weaving et Hugh Grant sont représentés comme des êtres seuls et avides et seront donc dans chaque histoire des antagonistes. James Arcee devient un agent du système après avoir perdu l'amour de sa vie et été assassiné, et c'est sa discussion sur la pérennité de l'amour avec Sonmi qui le refera basculer. Pareil pour Jim Broadbent, qui ne devient bon qu'après avoir terminé avec Suzanne Sarandon. Quant à Tom Hanks, tout son parcours dépend de ses rencontres avec son âme sœur Alberi. Donc oui, l'humanité est sauvée grâce au pouvoir de l'amour. Ce qui a nettement plus de sens dans un film qui se veut philosophique et métaphysique que dans un film qui te vend de la SF sérieuse et réaliste. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Ouais, non, on n'aime pas trop Interstellar ici. L'argent, le pouvoir, le système sont des freins au progrès. La connaissance, elle, est un moteur, mais seulement à la condition que l'homme soit guidé par des bonnes intentions. Parce qu'évidemment, on parle depuis tout à l'heure d'amour entre deux êtres au sens basique, mais il est également question de famille, d'amitié, de fraternité, de sang ou de circonstances, ou tout simplement de respect pour l'autre, et ce, peu importe ce qui nous différencie. Cloud Atlas, c'est un film tellement riche, il y a tellement de connexions et de ponts, aussi bien scénaristiques que thématiques entre ces 6 histoires. Mais vous savez le plus dingue, c'est qu'on n'a même pas effleuré la surface. On a passé en revue les liens à une échelle globale. Sauf que pour ça, je vous rappelle qu'on a dû remettre les histoires dans l'ordre. Dans le film, elles se déroulent en parallèle. Alors imaginez seulement que ces connexions ne se font pas entre 2 parcours de personnages ou 2 péripéties, mais entre chaque scène. Il y a une volonté dans le montage de débuter davantage par un effet de succession, avec des séquences plutôt longues, avant d'au fur et à mesure les raccourcir et les entremêler, par la musique ou un dialogue par exemple, pour illustrer les connexions qui deviennent de plus en plus nombreuses, passant de 6 histoires décorrélées à un tout cohérent. Et du coup, n'importe quel élément peut devenir un moyen de relier ces récits qui se répondent en permanence les uns aux autres. Un événement similaire, une même âme, un mot, un son, un plan, parfois plusieurs de ces éléments, et parfois même sans que le spectateur n'en ait conscience, parce qu'une transition ne prend de sens que bien plus tard. Cloud Atlas est le film qui m'a fait réaliser de ce qu'est véritablement le montage, et à chaque visionnage, le point sur lequel je suis le plus époustouflé, tant je découvre de nouveaux détails. Je pourrais passer 2 heures à énoncer les transitions et le sens qu'elles ont, mais je ne vais pas vous gâcher les surprises, juste en voici quelques exemples. The law says... The law! What the law do? For Felix fucking Finch? I gotta go, Captain. Thank you for coming. I'm in 1404. I'll be right up. Ridden this same train, composing sonnets to his soul-bound love. I had no idea what the man was going to do that night. This beach was once a cannibal's banqueting hall. Lorsqu'on voit Cloud Atlas, qu'on explore ces thématiques, il n'est pas compliqué de comprendre pourquoi les sœurs Wachowski ont tant tenu à adapter ce roman. Si on ne va pas revenir en détail sur toute leur filmographie, on peut malgré tout constater à quel point le métrage est la quintessence de leur cinéma. Si on revient sur les différents sujets précédemment évoqués, la raison de leur renommée, la saga Matrix, voit Neo et ses amis lutter contre des machines qui ont enfermé les humains dans une simulation,
donc contre un système informatique. Elles ont adapté le roman graphique V for Vendetta où un homme masqué cherche à faire tomber un régime fasciste. Dans Speed Racer, Speed et sa famille concourent contre la multinationale Industries Royalton et par extension le capitalisme. De même pour Jupiter dans Jupiter Ascending, qui cherche à sauver la Terre de la dynastie Abrasax, excepté que cette dernière ne négocie pas des contrats publicitaires mais des planètes. Et à une moindre échelle, le couple de Bond et la bande de la série Sense8 font face à des organisations qui leur veulent du mal. Le rapport à la liberté ainsi que le fait de se battre contre l'oppresseur, contre le système pour celle-ci, irrigue tout leur film. Le rapport à la fiction est également très fortement présent. Rex Racer, frère aîné de Speed, passé pour mort après un accident, réapparaît sous les traits d'un homme masqué du nom de Racer X pour faire tomber Royalton. En parlant d'homme masqué, V s'est créé tout un personnage afin de devenir un symbole de révolte. Et évidemment, Matrix qui se passe dans un univers virtuel, et tout le questionnement de la pilule bleue, pilule rouge, ou vaut-il mieux être heureux dans un mensonge ou malheureux dans le vrai monde? Le rapport des personnages à la prophétie de l'élu, ou encore les références directes à des œuvres telles Alice au pays des merveilles. Sans compter Résurrection qui a déchaîné les passions, dans le sens où Lily Wachowski s'en est pris plein la gueule, avec son côté ultra méta, dans lequel Matrix est une trilogie de jeux créée par Neo lui-même et aborde une réflexion sur qu'est-ce que la saga, qui sont les fans de la saga, et Hollywood. Et j'ai garde en tête de tourner un jour une vidéo sur cet opus parce que je considère que c'est un immense film. D'ailleurs, en parlant de rapport à la fiction, je ne serais pas étonné si l'arc de Jim Broadbent était une métaphore de leur propre histoire. Les notions de réincarnation et de cycle étaient déjà présentes dans leur saga phare puisqu'il a existé plusieurs itérations de la Matrice et de l'élu, mais aussi dans Sense8 où Angelica, jouée par Daryl Hannah, va dans le premier épisode enfanter un cercle de sensitifs, à travers lequel elle continuera de vivre. Ou avec Jupiter, qui est la récurrence génétique de Seraphia Abrasax, la mère des trois antagonistes qui se disputent la propriété de la Terre. Jupiter Ascending, qui traite également du thème du cannibalisme, puisque Balem le grand méchant désire posséder la Terre afin de procéder à la moisson, soit transformer les humains en compote pleine de nutriments. Même procédé dans Matrix, puisque les gens connectés à la machine sont nourris par les restes de leurs semblables. Mais de façon plus sous-jacente, Cloud Atlas aborde un autre thème récurrent dans la filmographie des Wachowski, la sexualité. Les réalisatrices militent depuis toujours en faveur de la cause LGBT et sont elles-mêmes concernées puisque femmes trans. Et leur filmographie s'en ressent. Dans Cloud Atlas, il y a évidemment Robert Frobisher et Six Smith. Bonds, leur premier film, parle d'un couple lesbien qui met en place un plan pour s'enfuir du petit ami de l'une d'entre elles, membre d'un gang. V for Vendetta montre dès ses premières minutes que l'homosexualité est réprimée et compte l'histoire de Valérie, femme lesbienne qui a vu son pays peu à peu tomber dans le fascisme. Même Matrix, les sœurs ont confirmé bien plus tard les théories selon lesquelles les films étaient une métaphore de la transidentité. Métaphore qui devait être appuyée par Switch, qui à la base devait changer de genre suivant qu'elle soit connectée ou non à la matrice. Élément scénaristique refusé par les studios, ceux qu'elles ont remplacés par un look androgyne. Et histoire de revenir à l'étymologie, on pourrait presque dire que V et Racer X en sont aussi des métaphores, puisqu'ils renoncent à leur ancienne identité pour en prendre une nouvelle. Mais l'œuvre qui illustre le mieux cela, c'est Sense8. Je l'ai évoqué, mais possible que vous n'ayez jamais entendu parler de cette série Netflix tant elle n'a pas eu le succès qu'elle mérite. Je sais, je dis ça pour tout ce qu'a réalisé les Wachowski, mais c'est pas de ma faute si elles sont trop fortes. Composée de 2 saisons et d'un épisode de conclusion diffusé entre 2015 et 2018, Sense8 raconte l'histoire de 8 personnes aux 4 coins du monde qui se voient mystérieusement reliées les unes aux autres. Ça vous rappelle rien ? Rajoutez des époques différentes et c'est totalement Cloud Atlas. La différence, outre qu'elles vivent toutes à la même époque, est que nos protagonistes, bien qu'espacés de plusieurs centaines de kilomètres, ont la possibilité de communiquer, de se comprendre bien que ne parlant pas la même langue, voire de se substituer les uns aux autres pour profiter des capacités de chacun. Je ne vais pas passer 1000 ans dessus, juste regardez la série, elle est incroyable. Pour en revenir à ce qui nous intéresse, 2 de ces personnages sont membres de la communauté LGBT. Lito, acteur mexicain obligé de cacher son homosexualité, et Numi, femme trans et lesbienne. Mais surtout, la série s'est faite connaître pour ses scènes d'orgie impliquant les différents personnages via leur connexion. Scènes au cours desquelles la notion de sexualité devient complètement floue. Les gays couchent avec des femmes, les lesbiennes couchent avec des hommes, les hétéros couchent avec des personnes du même sexe. Ici, il n'est plus question de avec qui l'on couche au sens du genre, mais au sens de la personnalité. Et c'est après cet aparté que l'on retombe sur Cloud Atlas. Parce que si l'on a bien la présence d'un couple caractérisé comme gay à l'écran, en réalité, le film brouille par son principe de réincarnation notre perception de l'identité. C'est ce qu'on constate avec la relation entre Ben Whishaw et Jim Broadbent, qui évolue de haine à amour entre les segments de Frobisher et Cavendish. La seule différence étant le genre du premier. À se poser la question de pourquoi l'homophobie en fait. Alors évidemment, il ne faut pas le prendre premier degré et penser que les Wachowski clament haut et fort que la sexualité est un faux concept. Chacun a sa propre sexualité. Mais l'idée est de nous interroger si cette sexualité est ce qui résume les personnes qui nous entourent et peut justifier une hostilité. Et on peut appliquer ce raisonnement à toutes les autres formes d'intolérance, en reprenant le cas de David, Jazzy ou Sarandon, qui selon les époques sont discriminés ou respectés, et ce parfois alors qu'ils sont de la même ethnie et du même genre. Par la réincarnation, par le passage de ces différentes identités, par la transidentité,
les Wachowski poussent les âmes à se mettre littéralement dans la peau de l'autre. En vivant ce que je vis, tu comprendras ce que je ressens. I understand now that boundaries between noise and sound are conventions. All boundaries are conventions, waiting to be transcended. On en revient à la thématique de la connaissance, qui ne se limite plus au sens intellectuel, mais au sens émotionnel, empathique. Sunmi et Yuna ne s'éveillent pas parce qu'elles ont visionné un film, mais parce que ce dernier leur a procuré une réaction. Dans le cas de Sunmi, c'est surtout la relation avec Eiju qui est déterminante dans son évolution. Adam est un être neutre influencé par des préjugés racistes, mais sa rencontre avec Aotuwa lui ouvre les yeux sur le fait qu'ils ne sont pas différents. Dans l'entrepôt, la gardienne mexicaine et Luisa ne parviennent pas à communiquer, et parlent en même temps jusqu'à ce que cette dernière s'exprime en espagnol, etc., etc. Communiquer, faire un pas vers l'autre, apprendre pour voir au-delà d'un genre, d'une couleur, d'une peau, d'une sexualité. Voir l'humain. Un autre élément que j'aime avec les Wachowski, c'est comment elles sondent le monde d'un point de vue métaphysique, philosophique, voire théologique, mais sans jamais tomber dans le prosélytisme. Bien au contraire, leur rapport à la religion est déjà très présent dans la saga Matrix, où Neo est assimilé à une figure christique, ou par le fait que les versions numériques de nos personnages sont des avatars, terme bien connu des gamers qui provient de l'hindouisme. Hindouisme présent de manière plus ou moins implicite dans toutes leurs œuvres impliquant la réincarnation. Et il est omniprésent dans Cloud Atlas, la prophétesse, le révérend Orox, la discussion entre ce dernier et Ewing pour savoir que changer dans un monde créé par Dieu, Sunmi obéit à des catéchismes, le chant des factaires ressemble à un cantique, Sunmi et le vieux Georgie assimilés à des dieux et démons par la tribu de Zachary, les divinations ou le bateau des pressions, arche de Noé moderne. Et j'ai trouvé sur internet que Yuna en coréen veut dire lumière de Dieu. Amusant quand on sait que c'est elle qui ouvre la voie à Sunmi, qui deviendra une déesse. Notez également que ces références sont présentes dans les segments les plus éloignés dans le passé et dans l'avenir. Donc à des époques où la science et la culture ne sont pas aussi abordables, soit par limitation technique, soit par volonté d'un régime. Et difficile de nier que Cloud Atlas, de prime abord, ne donne pas une image peu reluisante de la religion. Défendant un système raciste, utiliser tel des chaînes pour contrôler les factaires, résultat d'une réalité déformée et personnification de nos pires travers, autant dire que ça ne donne pas très envie de se convertir. Mais regardez de plus près, tout ce qui découle de mauvais de la religion ne vient pas de la religion elle-même, mais de l'homme qui les applique. Bien qu'étant une pure fiction, à aucun moment la foi de la tribu envers Sunmi n'est présentée comme néfaste ou idiote, excepté avec le chaman qui tente de soigner Chaton, les réalisateurs rappelant que rien ne peut se substituer à la science. L'abbesse ayant majoritairement un statut de conseillère qui promeut un message d'amour. C'est même d'ailleurs avec elle que le film se permet la seule scène véritablement fantastique avec l'annonce des divinations. Divinations qui se révèlent toutes vraies, y compris lorsque Zachary décide de tracer son propre chemin et d'égorger le Kona, cela se retourne contre lui. Il ne doit son salut qu'à Méronime. Méronime qui serait morte s'il avait décidé de ne pas retenir l'accord de la seconde divination. Du coup, quel est le point de vue des Wachowski? Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise religion? Il y a surtout une bonne et une mauvaise application de celle-ci. Concrètement, que disent les divinations? De se cacher à l'approche du danger, de ne pas tuer sans raison, de ne pas céder à la vengeance. Rien de si dément. Voilà pourquoi Zachary respecte les deux premiers, mais cède sous le coup de l'émotion à la vue de tout son village massacré à la troisième. Ça et le fait qu'il croyait en Sunmi jusque-là. Et pourtant, il y en a un autre en lequel il croit et qu'il ne va pas écouter. Le vieux Georgie lui murmure à l'oreille depuis le début. C'est lui qui l'incite à rester caché lors de l'attaque des Kona contre son beau-frère. Rester caché, tiens. Dans un cas, il se cache par peur et abandonne ses proches, dans l'autre pour se mettre à l'abri, lui et Méronime. C'est à cause de lui qu'il refuse d'aller sur Monasol, ce qu'il fera malgré tout, lui qui lui invective de lâcher la corde, ce qu'il ne fera pas, lui qui le poussera à poignarder Méronime, ce qu'il refusera. Zachary croit autant en Georgie qu'en Sunmi, et pourtant, et que c'était la première fois, c'est toujours elle qui va privilégier. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est juste. De façon indirecte, on assiste par le prisme de notre protagoniste à la lutte entre deux visions, la connaissance face à l'obscurantisme, la religion comme guide face à la religion comme directive. Enfin, ce que certains font de la religion. Les Wachowski abordent la religion avec respect, mais pas en tant que sacrée, au sens indiscutable du terme, mais davantage comme une philosophie. Pas étonnant qu'elles aient une affinité avec l'hindouisme ou le bouddhisme qui s'éloigne de la vision que l'on peut avoir des religions monothéistes. Un guide comme un autre pour nous orienter dans nos actions, mais avec toujours un maître mot, l'amour. Nombreux ont été les personnes à théoriser les œuvres des sœurs depuis leur explosion avec Matrix. Cependant, c'est amusant de constater que malgré toutes les analyses aussi profondes et complexes, tout peut se résumer à ce petit mot. Neo prend le risque de sacrifier l'humanité pour sauver Trinity, et pourtant c'est cet amour qui lui permet de réaliser l'impossible. Speed Racer est avant tout le récit d'une famille qui se serre les coudes, Bonds d'un amour entre deux femmes,
Sense8 de 8 personnes que rien ne destinait à se rencontrer et vont pourtant devenir un cercle uni. Un amour que l'on retrouve derrière la caméra des réalisatrices qui se sont entourées d'un groupe de fidèles. Hugo Weaving a joué dans Matrix et V for Vendetta, Suzanne Sarandon dans Speed Racer, Joe Pantoliano n'apparaît pas dans Cloud Atlas mais est un acteur récurrent, Dunabe aura droit à une apparition dans Jupiter Ascending et à un des premiers rôles de Sense8, dont une bonne partie du cast sera présente dans Matrix Résurrection, tout comme Christina Ricci, présente dans Speed Racer. James McTeague, réalisateur de V for Vendetta, réalisera aussi Ninja Assassin qu'elles produiront, ainsi que plusieurs épisodes de Sense8. De même pour Tom Tykwer, qui composera en plus la musique. Et David Mitchell scénarisera la saison 2 de la série. Plus tôt dans la vidéo, je disais qu'on pouvait trouver le message de Cloud Atlas naïf. Et il l'est en un sens. Mais avec le recul, je comprends que c'est cette naïveté, non, cette sincérité qui m'a tant touché. Pendant de longues minutes, nous avons parlé de scénario, de montage, de thématiques, de points concrets. Et pourtant, résumer cet immense film à ça, c'est tellement réducteur. Cloud Atlas a quelque chose en plus, qui ne s'explique pas, qui se ressent. Une âme. J'espère de tout cœur d'avoir réussi à transmettre mon amour pour ce film, et que cela vous aura donné envie de le découvrir ou de le revoir. Peut-être que cette vidéo finira dans les tréfonds de YouTube et ne convaincra qu'une seule personne. Que les efforts fournis ne représentent qu'une goutte de pluie au milieu d'un océan. Mais après tout, qu'est-ce qu'un océan, sinon une multitude de gouttes de pluie ?